Fati Nijar kun ji zance na. Ina alfahari da yare na. Hausa, ai haka ne. Hausa, Hausa, Hausa. Hausawa mu har haɗe kanmu mu mai da hankali. Burkina Faso ga mu taron Hausa. Kar mu raina yaren Hausa. Kar mu raina yaren Hausa. Sama. Kar mu raina yaren Hausa. Hausa nake wa kirkira, Hausa nake wa tamburana. Hausawa nawa kirana. Kada mu yada tushe harshen mu ne nufina. Ya bi duniya ya shiga ko'ina nufina. Kun ci ginshikina, kada mu raina harshen Hausa. Kun gane nufina, kada mu raina yare. Ni na ce kada mu raina harshen Hausa. Ga sinadarin Hausa a ɗanɗanon harshe. Kar mu raina yare. Malheureusement, je ne connais pas les paroles, sinon je l'aurais interprété volontiers pour vous, mais vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on s'invite chez nos amis Haoussa. Bonjour, chers téléspectateurs, merci de regarder l'offre. Nous sommes aujourd'hui lundi de Pâques, donc en principe, c'est un jour férié. Vous êtes à la maison, avec la famille, peut-être avec les amis. On espère que vous passez d'agréables moments ensemble, sans oublier qu'on fait toujours attention. Peu importe la situation dans laquelle on n'oublie pas qu'en ce moment, il y a des précautions à prendre pour ne pas se retrouver dans la longue liste de ceux qui sont infectés par le Covid-19. Donc, on fait très attention et on se protège. On protège les autres en face de nous. Merci de nous suivre. Bienvenue. Je le disais en intro et la musique également nous a installés. Aujourd'hui, on s'invite dans la communauté Haoussa. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette culture, sur la langue, sur comment on vit là-bas, comment on mange là-bas, comment on est organisé là-bas, comment on s'intègre avec les autres, où est-ce qu'on les trouve. Voilà, autant de questions. On va essayer de trouver toutes ces réponses. C'est bien aujourd'hui. Nous sommes avec une association qui s'est donnée pour mission de promouvoir la langue et la culture Haoussa. Il s'agit de l'association Makaranta et on a son président qui est sur ce plateau aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Nagarba Abdul Rasmane. Donc en principe, je ne veux pas me tromper sur le nom de famille. Au début, ça m'a fait bizarre, mais maintenant, non, ça va. Monsieur Nagarba. Bienvenue. Merci bien, merci. Je dois avouer que c'est la première fois que j'entends ce nom de famille-là. Ok. Donc c'est un nom de famille qui est courant ou pas? C'est un nom de famille, en tout cas. C'est un nom de famille. Même si on ne le considère pas comme un nom populaire, mais c'est un nom de famille, c'est un patronyme. Ouais, absolument, c'est un patronyme. Mais je veux dire, vous êtes le premier Nagarba que je rencontre. Ah oui, avec juste raison, avec juste raison. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je fais beaucoup de rencontres comme ça. Par exemple, ma voisine également, elle s'appelle Madame Gazéré Mouniratou. Madame Gazéré, c'est la première fois également que je rencontre ça. Oui. Donc, c'est un patronyme Haoussa. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, Mounira est également membre de l'association. Elle occupe le poste de secrétaire adjointe aux questions féminines. D'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans l'association? Ok. Merci pour la parole. Et dans l'association, nous militons pour la place de la femme dans la société Haoussa. D'accord. Voilà. Et puis, nous avons aussi certaines activités de numératrice de revenus. D'accord. Oui. Ok. Et aussi, bon, entre autres, en gros, c'est ça. Donc, promouvoir pour la place de la femme dans la société. La jeune fille aussi, naturellement. Oui. D'accord, ok. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Les hommes ne t'impressionnent pas trop? Tu te facilites le travail? Sûr? Oui. On est à la télé, hein, tu as le droit de dire comme si c'est obligé de changer après. Okay. Ça va. Ça va? Sûr? Il n'y a pas un regard menaçant en face? Pas du tout, pas du tout. D'accord, ok. Donc en face de Mounira, nous avons Kano Mohamadi Bachar. Voilà, je ne me suis pas trompée, j'ai tout bien dit. Lui, il s'occupe des questions sociales et juridiques, donc aux côtés de l'association. Par contre, son profil, c'est? Ingénieur en génie civil. D'accord, du coup, je ne comprends pas. Ingénieur en génie civil et secrétaire adjoint aux questions sociales et juridiques. Je m'attendais à ce que ce soit un juriste qui s'occupe de ce poste-là. Eh bien, j'ai déjà eu à occuper ce poste dans plusieurs associations. Ah, d'accord. Ok. Makaranta. Donc, c'est une affaire d'expérience. Voilà, d'expérience. Comme on le dirait en Morée, à Péria. Voilà, à Péria.
D'accord, en tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc, avec vous, on s'intéresse à la culture Hausa. Donc, mais je n'ai pas pris le profil du président. Donc, c'est quoi le profil professionnel du président de l'association? Le président de l'association Makaranta est enseignant d'anglais et du Hausa. Ok. Traducteur, interprète, oui. Français, anglais, anglais, français, et également du Hausa, du Hausa français et français Hausa, de même qu'en anglais. Hausa anglais. Hausa anglais, voilà, d'accord. anglais Hausa. Donc voilà un peu le profil du président de l'association Makaranta, son profil professionnel. Professionnel, bien sûr. Et de ce que j'ai entendu, vous êtes également un passionné de la culture Hausa. Bien sûr. Vous avez étudié la culture Hausa. Je l'ai étudié, oui, je peux le dire que je l'ai étudié, parce que dans ma formation, j'ai étudié bien sûr la linguistique appliquée. Et la linguistique appliquée, c'est la comparaison des langues et des cultures. Donc voilà ce qui me permet réellement de creuser en profondeur pour bien maîtriser un peu les différents paramètres de la culture Hausa. Donc c'est ma formation aussi qui me permet réellement de pouvoir vraiment faire toute cette synthèse-là pour dire voilà ce que c'est que la culture Hausa, qui est ma propre culture en fait. D'accord. Donc, si une personne dit Hausa, non, je ne connais pas, c'est quoi comme ethnie? C'est quoi les Hausa? C'est qui les Hausa? Ok, les Hausa, c'est ce qu'on appelle ici, dans la région du centre, les Angweto ou les Angwessé. Ah, d'accord. Voilà. Et malheureusement, les gens, en fait, n'arrivent pas à faire la part. Les gens, souvent, confondent. Okay. Immédiatement, quand on dit Hausa, ils pensent en fait que c'est une autre personne voilà, qui vient d'ailleurs. Oui. Et quand on dit Zangweo, immédiatement, oui, ils disent oui, oui, voilà, lui, il est du terroir. Voilà. Lorsque c'est la même personne, Hausa et Zangweo, c'est bel et bien la même personne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du centre. Ça, c'est pour, voilà, pour ce qui est du centre. Du plateau central, on les appelle les Zangweto, Zangwessé. Ok. Et maintenant, si on va un peu dans la région du Sahel, à l'est, là, c'est vraiment les Hausa, c'est les termes vraiment qui est utilisé là-bas. D'accord. De même, voilà, qui est un peu dans la région du sud-ouest, de l'ouest, c'est vraiment les Angweto, les Hausa. Okay. Voilà, c'est ces termes-là, en tout cas, les termes génériques qui sont utilisés là-bas. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous êtes un peu partout au Burkina? Bien sûr, nous sommes un peu partout. Donc, on vous retrouve spécifiquement où? Parce qu'en général, oui. chaque ethnie a un peu sa zone. On se dit telle ethnie, on retrouve ici, telle... Vous, c'est spécifiquement où au Burkina? Spécifiquement, d'abord, nous commençons par Ouagadougou. D'accord. Bien avant la pénétration coloniale. Je prends bien sûr comme référence à Ouagadougou une urbanisation différenciée. D'accord. Voilà, de Aude Meunier, Nikiema et Gérard Salem. Oui. Voilà, par exemple, qui ont déjà planifié et qui ont montré donc, sur une carte de Ouagadougou qui date de 1892, où ils montrent clairement la présence bien des Angweto, bien des Hausa à Ouagadougou, donc qui date de 1892. Ok. Donc Zangwetin est un quartier qui existait bel et bien avant la pénétration coloniale. Le quartier Zangwetin. Le quartier Zangwetin, aujourd'hui qui était sur l'ancien le projet Zaka. Donc qui malheureusement n'existe plus, mais la communauté est toujours là. D'accord, heureusement. La communauté est toujours là à Ouagadougou. Oui. La communauté est toujours là. Ok. Oui. Donc en plus de Zangwetin, on vous retrouve en plus des Zangwetin, quand nous prenons par exemple Koudougou, les quartiers burkina de Koudougou, c'est Zangwetin. Ne me dites pas ça, c'est vrai? Je suis en train de vous donner des informations. Ah ouais? Le quartier burkina de Koudougou, voilà, c'est Zangwetin. D'accord. Nous partons par exemple, on part à Poutenga. Oui. Il y a Zangwetin là-bas à Poutenga qui disent Djongé, Djongé. À Koupélé également, il y a Zangwetin. Ok. À Kaya, il y a Zangwetin. Moi, j'étais sûre que c'était le Mossi qui était partout, mais apparemment vous aussi. Voilà. Mais apparemment, dans la région du Sahel, il y a des Hausa partout, puisqu'ils vivent en communauté. Puisque au Burkina, on a trois types, bien sûr, d'organisations traditionnelles. Il y a les empires, il y a les royaumes et il y a les communautés. Donc nous, on se situe vraiment dans des cadres, bien sûr, de communautés. D'accord, donc empire, royaume, communauté. Voilà. Comme oui, bien sûr. À l'est, par exemple, il y a Fadangourouma. Déjà, le patronyme, la toponymie Fadangourouma révèle même de la civilisation Hausa. Ok. Fadangourouma qui signifie le palais de Gouroumanché. C'est en langue Hausa. Ah, donc Fada, c'est palais. Fada, c'est palais. Le N de Gourouma, là. Donc ça doit être collé, bien sûr, à Fada. Ah, et c'est l'article défini le palais de Gourouma, Fadang Gourouma, le palais de Gouroumanché. Ok, eh bien, aujourd'hui, c'est une émission très... J'apprends beaucoup et moi, j'aime bien. Voilà, de la découverte. De la découverte d'une culture vraiment qui est très peu connue. Oui. Voilà, des Burkinabés. D'accord. Oui.
Mais vous n'êtes pas qu'au Burkina, hein, parce qu'en général, spécifiquement, là, quand on dit Aoussa, on a vite tendance, moi personnellement, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, j'ai immédiatement en tête le Niger ou le Nigeria. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'au Burkina. On vous retrouve où dans le reste de l'Afrique? Merci. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on parle de la culture, permettez-moi en tout cas de rendre hommage à Moustapha Tchambiano qui nous a récemment quittés. Ouais. Et également, je tiens à remercier la télévision BF1 pour l'occasion en tout cas qu'elle nous offre de parler de la culture Aoussa. Eh bien, je m'en vais répondre à votre question. On trouve les Burkinabés un peu partout dans la sous-région. Et les Aoussa un peu partout. C'est vrai que les Burkinabés, ils sont partout voilà, aussi. Les Aoussa un peu partout dans la sous-région. D'accord. Ils sont majoritaires, par exemple, au Niger. D'accord. Bon, peut-être c'est pourquoi vous avez souligné que... Moi, spécialement, je pense direct Niger. Exact, ils sont au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Soudan, au Ghana et dans beaucoup d'autres pays, au Tchad par exemple. D'accord. Voilà. Et même au Mali à côté, ils sont là depuis des siècles. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est dire quoi? Est-ce que les Aoussa, c'est un peuple nomade ou c'est un peuple sédentaire? Très bien, bon, ils ne sont pas nomades en tant que tels parce qu'on connaît beaucoup plus les Aoussa par leur activité parce qu'ils font le commerce. D'accord. Et donc, à travers le commerce, ils vont un peu partout dans la sous-région. Voilà, ils importent le sel dans le temps, les produits de maquillage, les habits, ainsi de suite, l'argent, le bronze, ainsi de suite. Oui. Donc, à travers ça, ils ont fait un peu le tour. Donc, en fait, c'est le commerce qui vous a fait bouger, c'est pas la transhumance. Voilà, c'est pas de la transhumance, exactement. Mais il arrive quand même qu'il y ait une petite confusion, non? Parce que souvent, on a tendance à mélanger peu Aoussa, Touareg. Est-ce que souvent, il n'y a pas des amalgames, il n'y a pas des mélanges dans les différentes communautés? Ok, à ce niveau, je dirais que c'est vraiment un grand groupe. Voilà pourquoi dans certains pays, je dirais presque la bande sahélienne, on parle bien sûr du groupe Hausa Fulani ou Hausa Peul. D'accord. C'est vraiment un grand groupe. Okay. Et même quand on ajoute on va ajouter les Touaregs, voilà, donc c'est vraiment un grand groupe. Puisque si vous prenez toute cette bande, c'est vraiment une langue vernaculaire. Donc tout ce qui va de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale et même en Afrique de l'Est, voudrait ajouter, il y a les Gabon, il y a l'Érythrée. Ok. Oui, Hausa est vraiment l'une des langues nationales de ces pays. Érythrée? En Érythrée. Wow. En Érythrée. Ok. Voilà, donc pour dire que c'est vraiment un peuple transversal. D'accord. On retrouve dans plusieurs pays d'Afrique, bien avant la pénétration coloniale. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui font la confusion entre les Peuls et les Haoussa, c'est parce que c'est le même grand groupe. En réalité, on va dire que c'est une même grande famille. Voilà, c'est la même grande famille. Ça, je préfère le confirmer, c'est la même grande famille. D'accord, donc il n'y a pas de... Famille. Mais un truc qui est super intéressant chez les Haoussa, je ne sais pas si c'est un cliché, je ne sais pas si c'est vrai, mais en général, on dit que les bons vendeurs de viande sont des Haoussa. Les meilleurs des viandes. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que le bon grilleur de viande, si tu veux, va chez la Haoussa. En général, on dit, va voir le Haoussa, franchement, tu as mangé de la bonne viande. Oui, ça c'est vrai, moi je dirais à ce niveau. Vous n'allez pas dire il y a à ce niveau quand même, il y a une part de vérité qui est là. Même, je ne dirais pas qu'ils sont d'abord les spécialistes, mais quand même, en tout cas, ils ont l'air mot à dire à ce niveau. Ah. La grillade. Moi, je vais peut-être ajouter que les Haoussa aiment manger la viande et surtout la bonne viande. Donc, depuis le temps, en fait, ils aimaient la grillade. Voilà, donc pour cela, toute personne issue de la communauté Haoussa, normalement, sait griller la viande. Parce que même d'abord dans les familles... vous savez le faire. Voilà. Dans les familles, nous avons l'habitude de griller la viande. J'ai envie de dire au DG, est-ce qu'on peut trouver un mouton quelque part pour qu'après l'émission, il nous fasse une petite démonstration? Il n'y a pas de souci en tout cas, nous savons le faire. D'accord, donc c'est super intéressant ça. Mais quand on parle de culture, on parle aussi, on reconnaît une population un peu souvent à travers la présentation de leur maison, l'architecture, comment c'est configuré, comment ça se présente, et ça se voit, on identifie souvent facilement à partir de comment, quand tu arrives dans une ville ou dans un quartier, comment les maisons sont présentées, organisées ou construites, tu te dis, ah tiens, je viens d'arriver dans un village ou dans une communauté de temps. Donc on a une petite vidéo de quelques images qui sont un peu représentatives de l'architecture Haoussa. On va regarder ça et vous allez nous dire à peu près un petit mot sur cette architecture-là, sur comment c'est agencé les maisons chez vous.
Ça, c'est un petit aperçu d'un élément que vous nous avez envoyé. Donc, on dira qu'on a quand même vu des éléments qui nous font penser à la religion musulmane, un peu au monde arabe. Mais c'est quoi la spécificité de l'architecture chili Hausa? Ok, la spécificité de l'architecture Hausa, c'est vrai, comme on vient de voir les images, il y a l'écriture arabe, ça c'est lié bien sûr à l'islamisation voilà, du peuple Hausa. Oui. Mais au niveau de l'architecture, déjà vous verrez quand même qu'il y a vraiment des signes. Voilà, il y a un design, immédiatement quand on voit, ça nous renvoie directement à la culture Hausa. On a un peu, ça fait un peu référence, ça ressemble un peu à la croix de David, comme on le dit, voilà, l'architecture, comme vous le voyez. Donc en fait, ça c'est typiquement Hausa. Ça c'est typiquement Hausa. C'est-à-dire que si tu vois ça sur un élément de décoration, direct, tu sais que oui. C'est le symbole même de la culture Hausa que vous voyez. C'est vraiment le symbole de la culture Hausa. Et c'est quoi? Ici, par exemple, à Zangweto, on avait vraiment cette architecture-là. D'accord. On avait cette architecture. Le vieux quartier. À Zangweto, le vieux quartier. Voilà, c'est donc directement même dans la cour, avant de rentrer dans une, vous ne pouvez pas directement rentrer, ce n'est pas de portail. Il y a d'abord une petite maisonnette, c'est-à-dire, c'est comme un salon. Vous rentrez d'abord là-bas, vous vous asseyez, vous vous introduisez, peut-être il y a un enfant qui va rentrer pour vous annoncer d'abord. D'accord. Voilà, et on vient vous accueillir. Comme une salle d'attente. C'est comme une salle d'attente. D'accord. C'est comme une salle d'attente. À l'entrée de la cour. À l'entrée de la cour. Ok. À l'entrée de la cour. Du coup, si on n'a pas envie de te voir, on dira non, on va lui dire que je dors. Voilà. L'enfant ira quand même introduire, à vous annoncer pour dire, il y a un tel voilà, qui est là, qui attend. Donc, ça évite les accidents de... Tu m'as pas dit que tu étais en voyage, toi? Direct, on est là, on sait que vous êtes là, tranquille. Donc, mais c'est des constructions avec la décoration et tout ça. Il y a des cultures où on sait que l'habitation de la femme diffère de l'habitation de l'homme, qui diffère du jeune célibataire, qui diffère du vieux sage. Est-ce que chez vous, c'est pareil? J'allais peut-être, je vais intervenir, c'est pour dire que, comme il a précédemment dit, à l'entrée, il y a déjà une maisonnette. Ouais. Donc, généralement, c'est là-bas, on accueille un étranger. Et maintenant, bon, en fonction de la personne, si elle peut arriver à l'intérieur, on pourra l'amener à l'intérieur. D'accord. Et donc, après l'entrée, il y a des constructions juste après la maisonnette. Généralement, il y a les maisons des jeunes qui sont célibataires. D'accord. Voilà. Et avant même d'arriver au fond de la cour, où on peut avoir les vieilles personnes et les femmes et les enfants. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entrée, c'est la salle d'attente. Ensuite, c'est j'ai envie de dire, les dépendances des célibataires. Les jeunes. Ensuite, les familles, entre guillemets, avec les femmes et enfants. Et les plus vieux tout au fond de la cour. Tout au fond de la cour. Ah, donc c'est progressif. Voilà, c'est progressif. Ok, d'accord. Voilà, donc il n'est pas permis à n'importe qui d'arriver au fond. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est sûr que si on n'a pas envie de te voir, hein, c'est facile à gérer. Je pense qu'on devrait penser à mettre ça. Ça peut être intéressant, une petite salle d'attente à l'entrée. Vous êtes venu pour voir qui? Non, non, non. J'imagine que ça ne doit pas être facile pour les garçons qui partent rendre visite à leurs copines. Bon, à ce niveau, voilà, quand même, je peux dire quand même que c'est organisé. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon, avant d'aller déjà, bon, vous êtes un prétendant par exemple. Oui. Voilà, vous partez pour demander la main de la... Culturellement, il y a tout un processus. Ah, d'accord. Voilà, culturellement, il y a tout un processus. Soit d'abord, ce sont les aînés voilà, qui vont d'abord entamer, voilà, annoncer d'abord, avoir d'abord l'agrément, l'accord de la famille par exemple. D'accord. Pour permettre bien sûr aux jeunes de venir. En ce moment, le jour où il viendra, la famille quand même est informée et la fille aussi est informée. Okay. Voilà, et quand même, le cadre est vraiment organisé pour vous permettre d'abord d'échanger d'abord. D'accord. Voilà, le consentement d'abord des deux, c'est ça qui prime d'abord avant l'accord maintenant des parents. Mais donc, c'est dire que tu ne peux pas juste te lever comme ça, je l'aime bien, je connais sa maison, je vais aller lui rendre visite. Ça ne marche pas. Non, mais quand même, il y a certaines valeurs culturelles jusqu'à présent que nous préservons. Ah, d'accord. Il y a des valeurs culturelles que nous préservons. Ok. Voilà, pour toujours garder vraiment ces valeurs morales-là, on fait toujours. Donc, il y a certaines valeurs, vraiment, à ne pas dépasser, il ne faut pas franchir les Rubicons. Exemple? Bon, exemple, bon, j'ai pas quand même, bon, vous connaissez déjà le principe, c'est-à-dire il part, c'est comme si vous êtes assis demander à Mounira. Avec Mounira. Comment tu reçois de la visite à la maison, Mounira? Comment ça se passe? Ok, tout d'abord, je préviens à la maison. D'accord. Oui, que j'aurai de la visite. Ok. Et ensuite, lorsque cette personne viendra, elle ira d'abord saluer les parents avant de venir vers moi.
Ah, ok, d'accord. Et du coup, ça décourage pas les gens ou bien ça va? Non, ça va. Ça va, super bien. Ensuite, quand tu reçois, il y a quelqu'un à côté ou bien vous êtes vraiment que vous? Oui, vraiment que nous. D'accord. Maintenant, après la visite, comment ça se passe? Parce qu'on sait que souvent les parents interviennent après la visite maintenant pour faire l'interrogatoire. Il faut venir t'asseoir, ma fille, raconte-moi tout. Donc après la visite, qu'est-ce qu'on dit? Comment ça se passe à la maison? Bon, dis-nous la vérité. Hein. Oui. Ok. Oh, les parents voudraient savoir si cette personne a de bonnes intentions envers toi, envers moi, bien sûr. D'accord. Oui, c'est leur question, bon, je vais dire fondamentale. La première leur préoccupation. D'accord. Donc c'est qui, il vient d'où, qu'est-ce qu'il veut, voilà, ses intentions. Ou bien, vous avez un questionnaire classique ou pas? Bon, un questionnaire classique, bon, c'est au moins les grandes lignes. Avant de se lever, quand même, on sait déjà, on a déjà une idée. D'accord. On sait qu'un tel viendra. Ok. C'est comme un peu la distanciation, par exemple. Culturellement, on préserve vraiment la distanciation. D'accord. L'homme est assis, le prétendant, la jeune fille est de l'autre côté. Voilà, un espace en tout cas. D'accord. Un espace, la distanciation. Il est hors de question de s'asseoir. Bien sûr. Voilà, on ne vient pas s'asseoir, se coller pour commencer à... Non, quand même culturellement... Monsieur Canon ne sait pas dire qu'il a une autre fille pour ne pas. Non, même pas. Pourquoi je doute? Oui. D'accord, donc ce qui est aussi intéressant, bon, c'est vrai que quand tu n'es pas dans une culture, ça peut sonner pas très commun à tes oreilles. Il s'agit justement de la question des patronymes. Quand on est au Burkina, il y a des noms de famille qui ne souffrent d'aucun débat. Quand tu dis Ouedraogo, Sawadogo, Ilboudo, tu pars même chez les Dagara, tu pars chez les Gouronssi, tu pars chez les Gourmaché. Facilement, on se dit, ah oui, tiens, mais il y a le nom des familles comme ça. Je parie que vous, bien souvent, on vous a dit, Nagarba, c'est burkinabé? Est-ce qu'on vous a pas fait cette observation plusieurs fois? Il arrive qu'on me pose la question, même quand je pars pour enseigner, même bien sûr, si je prends part vraiment à certaines activités au niveau administratif, en tout cas, c'est probable. Dès que je me présente, on dit, bon, Nagarba, c'est quelle ethnie? Voilà, par exemple, Nagarba, c'est le même groupe que Garba, le même patronyme, Garba, voilà, et Nagarba, c'est le même patronyme. D'accord. Voilà, donc on a pas mal, en fait, de noms de patronymes, voilà, sur le plan national, en fait. Il y a des Dankambari, des Madame Gagéré, des Kano. Voilà, des Mais après, en fait, souvent, il y a des similitudes qui font qu'on reconnaisse facilement. Par exemple, on va dire Badolo, Kandolo et autres. On est dans Ouedraogo, Sawadogo, Zongo. Donc souvent, on a l'impression qu'il y a un point commun qui fait que facilement, on identifie des patronymes à une ethnie. Est-ce que chez vous, il y en a? Culturellement, chez nous, il n'y a pas en fait de patronyme. Ah. C'est le prénom du père et le prénom de l'enfant. Par exemple, moi, c'est Abdul Rasmane, le prénom. Ok. Mon père, c'est Daouda. Donc, immédiatement, à l'état civil, culturellement, c'est Daouda Abdul Rasmane. D'accord. Voilà comment ça se passe chez nous. Ok. Il n'y a pas et du coup, vos enfants porteront des patronymes standards. Abdul Rasmane. Voilà, et mes leur enfants, prénom. voilà. Mon fils, c'est Issouf, par exemple, donc Abdul Rasmane Issouf. Ok. Mais est-ce que ça n'amène pas des problèmes au niveau de l'état civil? Parce que du coup, on ne sait pas. Comment tu justifies que c'est ton père si vous n'avez pas le même patronyme? Donc exactement, à ce niveau, vraiment, nous avons quelques difficultés pour en tout cas se faire établir certains documents d'identité, voilà, tels par exemple au niveau de la CNIB, du passeport, ainsi de suite. Voilà, donc un Issouf Garba, par exemple, qui part pour se faire munir en fait d'une CNIB. D'une pièce d'identité, oui. Bon, on dit, est-ce que tu es burkinabé? Bon, ça cause vraiment de problèmes. Bon, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que certains ne connaissent même pas qu'il y a des Aoussa qui sont burkinabés. Voilà. Donc, mais par contre, la question des patronymes, comme il a si bien dit, c'est culturel. Ben oui, c'est culturel. Donc, chez nous, on n'a pas de patronymes qui sont aussi communes en tant que telles. Mais, en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont un peu connus. D'accord, voilà, peut-être dans la région de l'Est. Quand on dit Kano, par exemple, moi, quand tu arrives dans la région de l'Est, tu dis Kano, on sait que tu es un Aoussa. Ça, c'est dans la région de l'Est. Un peu aussi dans le centre, dans certaines zones. Voilà. Mais bon, certains également ne connaissent pas certains patronymes. Donc, logiquement, on te dit, bon, il faut amener ta nationalité, il faut prouver que tu es burkinabé, ainsi de suite. Voilà, bon, mais il faut aussi savoir que
En tout cas, moi, à ma connaissance, au Burkina, il n'y a pas un répertoire de patronymes. Voilà. Non, de façon générale. De façon générale. Voilà, il n'y a pas un répertoire de patronymes. On peut regarder pour dire, que... bon, un tel est Moussi, un tel est, je ne sais pas, Boaba ou un tel. Non. Maintenant, c'est en fonction des pièces que nous avons. Pour en faire établir une CNIB, je sais qu'il faut un extrait d'acte de naissance. Oui. Et donc, si j'ai mon extrait d'acte de naissance, logiquement, je l'ai obtenu au Burkina. Et donc, on doit me faire ma CNIB et je vais partir. Sauf que, justement, voilà, donc ça crée des frustrations. Moi, je comprends quand même. Mais sur l'acte de naissance, vous avez un nom, votre père a un autre nom, votre mère a un autre nom. Donc, tu n'as pas tout le temps l'acte de naissance pour effectivement prouver qu'en fait, chez nous, ça se passe comme ça. Ça doit être un peu délicat. Parce que comment ça se fait que vous, par exemple, vous portez Nagarba comme nom de famille? Oui, en fait, il faut reconnaître qu'au vu du contexte, puisque je peux dire même l'existence même du patronyme au Burkina, c'est avec la pénétration coloniale, l'administration. Voilà, qui est le système de patronyme. Donc, au fur et à mesure, on a adapté bien sûr nos patronymes. C'est comme ça, voilà pourquoi on a des Nagarba, on a des canaux, c'est devenu standard maintenant. Voilà, sauf que ce sont des patronymes qui ne sont pas populaires au Burkina. Bah oui, c'est pas. Voilà, en fait, c'est ça. Mais les patronymes, d'abord, c'est une identité culturelle et linguistique en fait de l'individu. C'est comme vous dites Badolo, immédiatement, on sait il appartient à quelle communauté. En fait, c'est ça. Mais immédiatement, dès qu'on dit que tel nom n'est pas un nom burkinabé, un patronyme burkinabé, bon, là, ça pose problème. C'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Oui. Ce n'est pas un nom burkinabé s'il n'y a pas aussi du répertoire qui nous permet d'identifier les patronymes burkinabés officiellement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une connaissance des communautés burkinabées pour pouvoir également dire oui, effectivement, s'il dit que son patronyme il est burkinabé, oui, parce qu'il y a telle communauté aussi au Burkina. D'accord. Donc, je pense en fait que c'est comme ça qu'il faut essayer donc de voir. Voilà, les patronymes chez nous, c'est culturel. En fait, si je comprends bien, M. Kano a un cri de cœur par rapport à cette histoire de patronyme et d'établissement de pièces. Donc, je lance un appel surtout aux autorités telles que en fait, ceux qui travaillent au niveau des offices, de l'Office national d'identification, également au niveau des commissariats et autres, que dès qu'une personne a à sa possession, en tout cas, un document qu'on demande pour établir, je crois, un document, la personne a le droit, en tant que Burkinabé, si tu es un Burkinabé, d'obtenir en fait le document qu'il veut. Donc il faut éviter souvent de demander des documents de complémentarité. Parce qu'en principe, quand on veut se faire munir une CNIB, je crois bien que c'est l'extrait d'acte de naissance. Mais on nous dira peut-être que souvent, il y en a qui ont une autre nationalité, qui sont nés ici. Qui sont nés ici, qui ont grandi ici, donc logiquement, ils ont la nationalité. Donc en principe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc je pense que votre cri de cœur a été entendu. Mais à côté de la question des patronymes se trouve celle des langues. Donc, parce qu'en général, on associe une ethnie à une langue. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une seule langue? Est-ce qu'il y a plusieurs dialectes chez les Haoussa? Je peux dire oui, il y a plusieurs dialectes, puisqu'en fonction d'ailleurs même des régions. Voilà, donc la circonscription géographique, territoriale même des Haoussa, on peut dire qu'il y a des dialectes, avec juste raison, compte tenu bien sûr de la régionalisation. Et même au Burkina et dans les autres pays, par exemple. Les Haoussa, c'est vraiment une langue, comme on l'a dit, transfrontalière. D'accord. Une langue transfrontalière de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Mais la compréhension, en tout cas à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc vous comprenez, c'est-à-dire un Haoussa qui quitte Ouagadougou, qui se retrouve au Nigeria, qui se retrouve au Niger, qui se retrouve en Érythrée. En Érythrée, ça ne pose aucun problème. Vous allez vous comprendre. Sans problème. Avec quand même quelques mots ou pas du tout. Non, peut-être je dirais, j'ai beaucoup plus de vocabulaire que vous. D'accord. Mais on se comprend parfaitement. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Parce que nous communiquons souvent avec certaines personnes. Il y a des Haoussa souvent du Gabon qui sont ici, qui étudient. Et quand on échange, on n'a aucun problème. Sans problème. Peut-être, je dirais, j'ai plus de vocabulaire que vous. Mais il y a des mots sur lesquels souvent on n'est pas pareil. Comme un Français et un Canadien qui échangent, un Québécois qui échange. Faisons référence alors aux synonymes, par exemple. Peut-être dans tel ou tel pays, telle région, on utilise tel synonyme en lieu et place de tel autre. Sinon, en fait, donc, mais après, c'est la même liste, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. On va préférer un mot ici et un autre mot là. Bien sûr. L'accent de tel individu est différent de l'accent d'un tel. Quand donc, à l'accent aussi, on sait? Oui, bien sûr. Par exemple, les Haoussa parlent au Burkina, peut-être si un Haoussa du Ghana parle, on sait, voilà, c'est du Ghana, ou soit voilà, du Cameroun, voilà, du Niger, du Nigeria. Ça, c'est ça.
D'accord. C'est comme le français un peu. Voilà. Ouais, c'est vrai que le français, c'est la même réalité linguistique aussi qui est là. On bouge, on se rend compte des accents. Il y a des termes, par exemple, que nous on utilise au Burkina, qui n'utilisent pas forcément en Côte d'Ivoire ou au Ghana ou au Bénin. Du coup, on sait immédiatement. Une personne qui emploie cette phrase comme ça, à toi, tu... Mais sinon, l'intercompréhension est effective. Ce qui concerne la langue Hausa. Mais est-ce qu'il y a un nombre standard? À ce niveau, il n'y a pas de problème. Voilà, les Hausa est ancien, c'est comme ici, voilà, nous enseignons la langue Hausa. Voilà. Et est-ce qu'il y a un nombre connu de dialectes ou pas? Ça a été recensé? Est-ce qu'on a à peu près une idée de combien de dialectes en Hausa ou... Bon, les dialectes, moi je dirais, on a peut-être une vingtaine de dialectes. D'accord. Mais ce qui est sûr, tout le monde se comprend. Aucun problème. L'intercompréhension est effective à ce niveau. Ce qui concerne la langue. Puisqu'il y a les Hausa standards. Oui. Il y a les Hausa standards. Ouais. Qui est là. Donc, c'est les Hausa standards qu'on enseigne un peu partout, même dans les universités, dans certaines universités. Et justement, vous enseignez ça? Moi, j'enseigne, mais c'est d'abord au niveau, bien sûr, national, à travers, bien sûr, l'alphabétisation. Et c'est qui vos élèves? C'est des Hausa ou c'est des personnes qui n'ont pas Hausa? Bon, c'est le locuteur de la langue. Ah, d'accord. C'est le locuteur de la langue. OK. Voilà, qui sont nos élèves. On les apprend à lire et à écrire, voilà, en langue Hausa, les Hausa standards. D'accord. Le locuteur de la langue. OK. Et souvent, on a tendance à dire qu'il y en a qui sont un peu en perte de leur culture parce qu'ils ne comprennent pas leur langue, parce qu'ils ne savent pas forcément d'où ils viennent. Est-ce que vous en rencontrez, vous, beaucoup de Hausa qui ne comprennent pas leur langue, qui ne connaissent pas forcément leurs origines, au Burkina spécifiquement, à Ouagadougou? Est-ce que vous en rencontrez des jeunes aujourd'hui qui sont à la limite juste Hausa de nom et qui ne savent rien? Bon, à ce niveau, je dirais c'est comme un peu les votre langue. Voilà, on peut retrouver des individus qui, de pas vraiment, suite à certaines raisons, ou bien se retrouvent dans certains milieux, ils ne parlent plus bien sûr les langues. Pour les Hausa également, voilà, on retrouve aussi des individus comme ça, voilà, qui ne parlent pas bien sûr les Hausa. Voilà, mais avec l'alphabétisation, voilà, ils commencent à revenir donc en quelques séances. Alors, ils commencent vraiment, voilà, à c'est une langue qui s'apprend facilement? C'est une langue qui s'apprend facilement. Comment on dit bonjour? Bonjour, Inakwana. Inakwana. Bonjour. D'accord, Inakwana. J'espère que je le dis bien, hein, parce que Mounira arrive. C'est bien prononcé. C'est bien prononcé, d'accord. Sûr? Sûr. D'accord, parce que Mounira, elle arrive, moi j'ai peur. Il ne faut pas te moquer de moi. Bon, la prochaine séance de formation, en tout cas, il faudrait vous compter parmi nos élèves ou nos étudiants. D'accord, donc je vais essayer de venir apprendre, parce que les langues, franchement, personnellement, moi j'estime que autant de langues qu'on peut parler, autant apprendre. Parce qu'on n'a jamais trop de langues dans son dialecte, enfin, dans tout ce qu'on sait parler. Franchement, c'est important, c'est enrichissant, ça aide à voyager, à communiquer avec les autres, c'est super important, c'est très intéressant. Également, un élément très intéressant, c'est, je pense, chers téléspectateurs, vous avez dû le remarquer, on a sur notre plateau des éléments de décor. Donc, on a pas mal d'éléments qui sont venus embellir notre plateau, donc là, et tout ça. Donc, on va essayer de faire un peu plus connaissance avec tout ça. Qu'est-ce qui sert à quoi? À quel moment on utilise quoi? Et qui peut l'utiliser? Donc, on se tourne à M. Nagaraba. Ah, ok. Effectivement, on a des calebasses ici. Oui. Vous préférez que Mounira nous parle des calebasses? Voilà, bon, elle peut vous parler des calebasses. C'est un peu cliché ce que je fais. N'explique pas également que, voilà, M. Nagaraba ou M. Kano vous explique aussi. On a des louches, par exemple. Voilà. Là, ça sert, c'est en aluminium. Oui. Voilà, là, après avoir délié, par exemple, les fourras, les boules d'akassa, comme on les dit. D'accord, voilà, les boules d'akassa. Oui. On appelle fourra, qui est un terme aussi de la langue Hausa. Oui, que la communauté peut nous l'avait amené. Ok, donc voilà, la calebasse qui est là, donc vous voyez comment c'est orné. Oui. Donc c'est vraiment l'art également au niveau des Hausa. Mais ce genre de calebasse, c'est pour la femme mariée, la jeune femme mariée. D'accord, ce modèle-là, avec ses rayures comme ça. Avec ces rayures-là, c'est pour la femme mariée. D'accord. La jeune femme mariée. D'accord. Donc on peut mettre du lait, on peut mettre des boules d'akassa délayées, et la femme peut les faire pour remettre à son mari. Ou également un invité. À l'invité qui a le droit de dépasser le hall d'accueil. Donc un peu voilà. Voilà pour ce qui concerne les calebasses également et les louches. D'accord. Et ensuite, là, nous avons... Ensuite, vous pouvez vous déplacer, hein, vous pouvez vous lever pour vous ok, il n'y a pas de problème. On a par exemple, les tam-tams. Oui. Ça, c'est des tam-tams Hausa. Oui. Vous voyez, donc pour annoncer souvent les bonnes nouvelles. Lors des cérémonies également, baptême, mariage. Et les rythmes, ça diffère. Il ressemble à ce qu'on utilise. Vous pouvez le prendre. Hein, il ressemble à ce qu'on utilise chez nous en pays aussi. Bon, donc voici un peu les tam-tams Hausa. D'accord. Voilà.
D'accord, ok. Ouais, donc, en fonction maintenant, bien sûr, des événements, les rythmes, en fait, du tam-tam changent. D'accord. Voilà, les Vous voulez rythmes faire une changent. petite démonstration? Bon, je ne suis pas spécialiste en la matière. On aurait dû me donner l'opportunité pour que j'amène des spécialistes. Donc, voilà. D'accord. Ouais, donc, ok. ça dépend, les rythmes changent en fonction des événements. Selon que c'est un décès, souvent, on peut utiliser pour annoncer vraiment une mauvaise nouvelle également. Donc, on annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles Et avec. bien sûr. D'accord. Tout dépend ok. du spécialiste. Et du coup, il y a une personne spécialisée dans la communauté qui se charge de jouer Et bien de sûr, ça. je pense que si on a encore l'occasion, on viendra vraiment avec la troupe. D'accord, ok. Voilà, pour vous épater. Il n'y a pas de souci. Ok. Ici, par exemple, on a sont des ustensiles. Oui. Ça, c'est utilisé généralement. Voilà, ça peut servir bien pour utiliser, mettre la sauce. Également, ça, c'est la nourriture, la sauce. D'accord, donc la le petit nourriture, plat pour le la petit sauce plat et pour puis la le sauce. plat principal pour le repas, Voilà, en fonction de ce que c'est. les riz. Voilà. D'accord. Donc, dans la culture Hausa. Et ça, c'est quoi comme... Non, ça, c'est l'unité métal? en fait de mesure pour mesurer les milles. Ah, ça, c'est ou bien votre des mailles. unité Ça, c'est de voilà, mesure. l'unité de mesure. D'accord. Comme ça. C'est Ok. l'unité de Moi, mesure. je pensais que Je c'était crois un qu'il y a gobelet plusieurs communautés voilà, qui utilisent voilà, à peu qui près utilisent ça. D'accord. Généralement, ok. souvent, pendant les mois, par exemple, des ramadans ou bien après, on utilise ça souvent pour donner à nos mondes soit du riz ou bien du maïs. Ah, Ça d'accord. dépend, voilà. Ok. Ok. Et ensuite, nous avons ça, c'est quoi? Bon, ensuite, ça, c'est utilisé généralement pour souvent les maquillages, pour écraser voilà, certains produits voilà, pour les maquillages. Je pense qu'il y a Mounira aussi qui est là. Ils utilisent souvent les crayons. Voilà, pour le maquillage. Donc, tout voilà. est fait nature. Et le produit est là, voilà. Généralement, on met, ils écrasent, elles écrasent plutôt, puisque c'est les femmes qui les utilisent. Oui. Mais il y a des hommes aussi qui utilisent, puisque le produit est très, très important quand même. Oui, c'est vrai qu'ils noircissent les voilà, yeux. ça permet et également autres, voilà, oui. de soigner. Voilà. D'accord. Donc, en fait, moi, je pensais que c'était une coupe. Quand je l'ai vu, je me suis dit, Non, ah c'est pas tiens, une vous coupe. buvez du vin. C'est vrai, nous. D'accord, ok. Donc, au moins, on a la littérature, ça, par Absolument, exemple, ça, oui. c'est les 1001 nuits. En langue D'accord. Hausa. En langue Les 1001 Hausa. nuits. C'est une traduction ou c'est une version Hausa? C'est une version Hausa, mais c'est D'accord. traduit de l'arabe. Ah, d'accord. C'est Et de traduit de l'anglais l'histoire aussi. de Scheherazade? Voilà, bien sûr. D'accord. Les 1001 nuits. Ok, Voilà, ça, je pense, c'est le volume 1 comme ça. D'accord. Les 1001 nuits. ok, Voilà. Donc, et également, en fait, ce sont des chansons. ok. Voilà. La poésie, ce sont des chansons, c'est la poésie. Donc, Ok. en langue En langue Hausa. Hausa. D'accord. Voilà, je crois que si on a l'occasion, Oui, oui, aura on va l'occasion, essayer voilà. de revenir sur, Ok, sur bien tout sûr. ça. donc on a les dictionnaires Hausa également. Il y a les dictionnaires Hausa. Hausa Dictionnaire et quelle français. langue? Hausa français. Hausa français. Hausa français et français Hausa également. D'accord, ok. Voilà. Donc, Donc, grosso pour modo, tous ceux je qui veulent pense, apprendre, je pense que ça fait partie de ce qui est intéressant à voir quand on est élève qui apprend Hausa. bien Et sûr, on a oui, bien des sûr. tenues. Des tenues. Oui. Ces genres de tenues, c'est généralement pour les gardes du corps du roi. Ou du chef, Ah, les gardes généralement. du corps du chef. Au vu même de la couleur, Oui. voilà, pour les gardes du corps. D'accord. Voilà, la sécurité donc rapprochée chef. voilà, du chef. D'accord, ok. Donc voilà. Surtout la couleur. Je dis bien Donc surtout la c'est couleur. la couleur en fait Il y a qui la couleur démontre également, que- voilà, et il y a la coupe aussi. Voilà. Voilà. Donc vous voyez. Oh, mais le Si garde vous du corps partez avec chez ça, un chef Hausa, vous voyez vraiment, je sais pas, une personne qui porte vraiment cette Ça. tenue, donc sachez que c'est il la s'occupe sécurité. de sa Il s'occupe sécurité. de sa sécurité. Voilà, il faut préciser S'occupe que, de vous sa voyez que les sécurité. coupes sont différentes. Ah oui. oui. Voilà, celle-là, c'est pour le chef d'équipe. Ah d'accord, ça en La fait, garde. la grande tenue là, Ouais. comme ça, comme Voilà. ce qui tient, c'est pour le général un peu. Voilà. Le Donc, chef d'équipe. Le chef d'équipe L'équipe. de la garde du roi. Du roi. Exact. Et les autres, autres, la c'est coupe pour les agents simple, de c'est pour... sécurité. Du coup, si je compare avec vous, vous êtes agent de sécurité et lui... Donc ici également, vous voyez, donc ça, c'est l'art vestimentaire. L'art Hausa. vestimentaire. D'accord, ça c'est la même chose que vous portez. C'est la hein? même Oui, c'est chose, la c'est même l'art chose. vestimentaire. Vous voyez les designs. Oui, Voilà, ça ressort. C'est vraiment l'art vestimentaire Hausa. d'accord. À travers les designs qu'on arrive à faire la part des choses pour dire, voilà, tel habillement, c'est vraiment l'habillement Hausa. Ah, ou ça. Voilà, Mais un ça, habit à part. est-ce que tous les hommes ont le droit de porter avec cette broderie ou il y a des broderies Tous les en hommes, il peut y fonction? avoir différents designs. Ah d'accord, Mais ok. tous les hommes, sans exception, Peuvent porter voilà, peuvent le porter. ça. D'accord, ok. Parce que souvent, la qualité aussi qui diffère. On sait que tel vêtement, c'est pour vraiment les notables. Bah, c'est comme je le disais pour les instruments. Je dis, on a de l'aluminium et c'est du bronze et du bronze. Et du bronze. Pourquoi c'est pas de l'or et de l'argent? Bon, là, c'est une question. Pourquoi ce n'est pas de l'or? Quand même, l'or est un métal très précieux. D'accord. L'or Moi, est un je métal vais très précieux. ajouter, Oui. ça dépend de la classe sociale. Peut-être Ah, ça si vous dépend de la arrivez classe. chez le chef, Oui. ça peut être en or, Donc chez le chef, ça peut être en Ouais. or, donc des assiettes en or et Ouais. des couverts en argent. en argent, exact. Ok.
Du coup, après, quand tu as fini de manger, que tu as envie de partir avec? Voilà, ça par exemple, après avoir fini de l'écraser, cet instrument, on le met ici. Et voilà. Ah, pour noircir les yeux. Pour noircir les yeux. Donc les femmes, de même que les hommes, le portent. Voilà. D'accord. Et du coup, ce qu'on écrase... Ça, c'est vraiment le modèle Laoussa. Ah, ça, c'est le modèle Laoussa. Ça, c'est le modèle Laoussa. Et ce qu'on écrase, c'est quoi? C'est une pierre? C'est quoi? Oui, une pierre noire? Une pierre noire, bien sûr. On écrase et puis voilà. On commence maintenant à l'utiliser. D'accord. Et ça protège vraiment les yeux. Et ça protège de quoi? Ça protège contre certains maux. Ok. Voilà, contre certains maux. Donc ça soigne et ça rend beau. Ça soigne, bien sûr, ça soigne. D'accord. Et on l'utilise aussi souvent chez les bébés. J'ai l'impression souvent que je vois les bébés avec les yeux noircis et tout ça. Tu en utilises toi, ça? Oui, oui. Tout le temps? Oui. Sûr. C'est sûr. D'accord. Okay. Donc on a essayé de voir à peu près tout ce qu'il y a sur la natte, par exemple. Voilà, donc pour ceux qui nous regardent, vous allez vous rendre compte que notre tapis a changé aujourd'hui. Le tapis a changé, la natte. Vous voyez la couleur de la natte? Oui, oui, oui. Je vais attirer un peu votre attention. D'accord. Dans la culture Haoussa, lorsqu'une personne, un visiteur, se rend quelque part pour aller rendre visite ou bien pour, je ne sais pas, aller demander la main d'une fille en mariage, lorsqu'on l'accueille, chez la fille avec vraiment ce type de natte, natte colorée, alors c'est qu'il est le bienvenu. D'accord. On voit que c'est symbolique. Dans la culture Haoussa, quand c'est coloré, on l'accueille, vraiment c'est qu'il est le bienvenu. Comme quelqu'un dirait, l'affaire est pratiquement dans la poche. Voilà, on est prêt à l'accueillir. D'accord. Mais si on vient, on étale une natte entièrement blanche, donc c'est pour lui dire culturellement, bon, après avoir quitté, ne revenez pas. Oh! Voici un peu l'essence vraiment de la natte. Mais comment vous décidez, puisqu'il vient trouver la natte? Donc c'est-à-dire qu'en fait, en arrivant, son sort est déjà scellé. Oui, non, c'est-à-dire qu'il annonce son arrivée. Oui. C'est comme on vous avait dit. Il annonce son arrivée. Et la décision est prise. Arriver, il envoie un enfant d'aller annoncer qu'il est là. Oui. Immédiatement, quand on sort avec cette natte pour l'accueillir, pour lui dire de s'asseoir, donc c'est que réellement il est le bienvenu. D'accord. Mais quand c'est la natte toute blanche, sans aucune couleur, ça veut dire, voilà, une fois qu'il repart, ses parents vont lui demander, bon, comment on t'a accueilli, avec quel type de natte. Ah. Donc, s'il détermine le type de natte, immédiatement ses parents également pourront, tirer donc la conclusion. Lui-même étant conscient, connaissant vraiment les principes de la culture, il sait immédiatement, après avoir quitté, s'il doit revenir ou pas. Ouais, mais ça, si tu n'es pas de la culture, tu ne le sais pas forcément. Et bien sûr. Donc, c'est dire que, ça, en fait, je parle à tous les garçons qui espèrent entrer dans une famille à Haoussa par le mariage. Faites très attention à l'aspect, à la couleur de la natte que l'on vous propose. Parce que souvent, on se dit, ah, on m'a proposé une natte, mais on ne regarde pas si c'était une natte colorée ou pas. On se dit, bon, ouais, chez eux, on installe les gens chez une natte, donc comment installer sur une natte? Mais quel type de natte? Non, c'était une natte. Non, mais non. C'est très important, ça. Très important. Et du coup, c'est toujours de cette forme-là, parce que souvent, on en rencontre des formes circulaires. Oui, bien sûr. Quand est-ce que c'est circulaire, quand est-ce que c'est ovale, ou peu importe. Ça importe peu généralement. Ça dépend, bien sûr, peut-être du modèle seulement qu'on veut confectionner. D'accord. Du modèle qu'on veut confectionner. Combien de fois tu as accueilli des gens avec une natte blanche? Tu as déjà fait ça ou pas? Non. Sûr? Si. Mais tu as déjà déposé cette natte-là? Si? Pas encore. Pas encore? Ok, d'accord. Donc vous avez, on ne sait pas, il faut voir, il faut être sûr qu'on veut de vous, que la couleur de la natte est très importante. Et la forme de la calebasse, quand on vous donne de l'eau ou qu'on vous donne... Ça aussi c'est important, non? Bon, ça aussi c'est important, mais bon, comme je vous l'ai dit, bon, à ce niveau-là, généralement, quand je l'ai bel et bien précisé, j'ai dit ça, c'est généralement pour la jeune fille. Pour la jeune mariée. Voilà, la jeune mariée, autant pour moi. Pour la jeune fille également, il y a des modèles. Généralement, juste pour commencer, bien sûr, à l'apprendre, comment en fait, dans le futur, elle pourra vivre un peu dans le foyer. Et apprendre donc ces principes-là aussi, avec des types de calebasses. Mais là, ce n'est pas coloré forcément, juste des calebasses seulement sans design. Ah, pour la jeune fille. Pour la jeune fille. Donc, on a tantôt parlé justement, vous avez parlé de la garde du roi, avec leur type d'habillement. On a parlé d'empire, de royaume, de communauté. Donc, c'est dire que c'est comment? Est-ce que ça veut dire que les royaumes répondent de l'empire, les communautés du royaume? Comment est organisée la société chez les Haoussa? Ok. Chez les Haoussa, c'est vraiment une chefferie, je dirais, aussi centralisée. D'accord. Donc, c'est ce qui a permis également, bien sûr, ces liens historiques forts, par exemple, au Burkina, dans la région, par exemple, du centre. La chefferie Mouaga, bien sûr, et la chefferie Haoussa. Et en guise d'information, tous les chefs Haoussa ici à Ouagadougou, depuis la nuit des temps, ont toujours été intronisés, bien sûr, par
voilà, les rois, voilà, les Mogos, n'avaient bien sûr de Ouagadougou. D'accord. Ça, c'est à Ouagadougou. Il en est de même que dans les autres régions, dans les autres localités. Ce sont les émirs, ce sont les rois de ces régions-là. Donc, pour témoigner un peu que c'est bien fort. Donc, pour dire jusqu'à présent, il y a toujours cette allégeance-là au niveau de la communauté Haoussa vis-à-vis, voilà, bien sûr, de ces chefferies ou bien de ces royaumes-là. D'accord, ok. Donc, c'est comme si le chef Haoussa avait prêté allégeance au Mogonaba. Bien sûr, il prête allégeance et c'est toute la communauté Haoussa aussi qui prête allégeance. Donc, nous devons une partie, bien sûr, de notre histoire, de l'histoire des Haoussa du Burkina, à ces royaumes-là aussi, à ces empereurs, à ces rois de ces différentes régions. Du coup, on a envie d'avoir un petit aperçu de l'histoire de l'installation quand même des Haoussa par rapport à ça. Comment ça se fait qu'il y ait cette allégeance-là? C'est-à-dire que les Haoussa sont venus après les Mossi. Comment ça s'est passé? Bon, ça dépend des régions. On peut peut-être souligner qu'ici au Burkina Faso, les Haoussa sont venus autour du XIIIe siècle. D'accord. Voilà, dans les années 1230. Voilà, et donc, comme il avait dit précédemment, le mot Fadan Gourma, étymologiquement, vient de la langue Haoussa. D'accord. Voilà, donc, ils se sont installés dans la région de l'Est. Ouais. Et donc, quelques 100 ans après, ils sont venus, en fait, dans la région du centre. Voilà, et donc, généralement, quand ils viennent, ils s'installent auprès des chefferies déjà existantes. D'accord. Voilà, donc, et ces chefferies-là les accueillent et leur donnent une place. Maintenant, petit à petit, ils seront un peu plus nombreux et ils vont quand même élire un chef. D'accord. Et ce chef-là, ils vont le présenter très certainement devant les chefs de la région et il sera intronisé par ces chefs-là. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est bien, donc c'est dire en réalité vous êtes venu de Fada vers Ouaga. Voilà. D'accord. Les premiers Haoussa se sont installés dans la zone, dans la région de l'Est. D'accord, oui. Ok. Donc du coup c'est dire qu'une souche de là. Oui, moi-même je viens de là-bas. De Fada. Voilà, de la région de l'Est. Est-ce que souvent on se réclame, moi je fais partie de ceux qui... Nous, on vient de Fada, nous, on vient plutôt de... Est-ce que souvent, il y a ce genre de discussion entre vous, sans rivalité, hein, mais juste pour dire que... Bon, non, généralement, il n'y a pas ce souci-là parce que le plus souvent, c'est la même décision. Bah oui, naturellement, et voilà. C'est un déplacement. Voilà, ils sont juste déplacés. Ouais. Voilà, ceux de Pouitenga, un peu du Sahel, la zone de Bobo, c'est la même famille, en fait. D'accord, ok. C'est la même grande famille. Savoir. C'est bon à savoir. Donc on va observer une petite pause et on revient pour continuer à parler de la culture Haoussa. Parce qu'on n'en a pas encore fini avec vous. Il y a un aspect très important que j'aimerais aborder avec vous, c'est le rôle et la place de la femme. Mais on en parle après la pub. S'il y a un truc que moi je n'aime pas là, c'est ça là. Tu donnes rendez-vous à des gens et puis toi-même tu n'es pas là. Regarde depuis là. Mais faut attendre, peut-être qu'il va venir tout de suite. Non, moi je sais pas, c'est pas intéressant quoi. En Afrique même c'est un... Allô? Oui, mais toi tu es où? Depuis 10 minutes on t'attend au coin de la rue, on est là depuis là et puis tu n'es toujours pas là. Il faut te calmer. Hein? Où ça? Ok. Je n'aime pas ces genres de trucs là. Tu sais bien que tu ne dois pas jeter de lotus par terre. C'est sale. Mais est-ce que tu vois une poubelle à côté? Non mais s'il te plaît, descends, tu vas prendre, on va trouver une poubelle et puis jeter, s'il te plaît. Mais est-ce que tu... Moi je suis trop... Je sais que tu es énervé, mais s'il te plaît, descends, tu vas prendre le lotus, on va jeter ça, on va trouver une poubelle et puis jeter, s'il te plaît. Il n'y a pas de poubelle, regarde, de là-bas, jusqu'ici, regarde, je regarde. Quelqu'un peut m'apprendre à vivre à Ouaga? Mais il n'y a pas de poubelle. Tu fais quoi? S'il te plaît, non. Descends, tu vas prendre, on va jeter. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Il y a un problème? Oui, il y a légèrement un problème. Je vous ai vu jeter un morceau de lotus après avoir toussé là-dedans. Avec cette histoire de coronavirus, il faut être prudent. C'est bien de déjà tousser dans un lotus ou dans son coude, mais c'est encore mieux de prendre le morceau de lotus et de le jeter dans la prochaine poubelle que vous allez trouver. C'est pas parce qu'il n'y a pas de poubelle dans la rue que vous allez jeter n'importe comment votre lotus. Protégez-vous, protégez votre entourage. C'est le Burkina qui gagne. Merci de prendre votre lotus. Merci. Oui. Merci monsieur. Merci madame.
pas de la fiction. Le coronavirus est une maladie réelle, une maladie qui tue. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu ait la main sur chacun de nous. Big up. Natab nanda, natab nanda, kama wati na retaba, niki sawa na retaba, boya sawa tinataba. Et nous voilà de retour. Donc, si vous aussi vous trouvez que vous êtes super choco, vous savez vivre à Ouaga et que vous êtes très propre, donc pensez à être propre au-delà de votre cadre de vie. Donc, quand aujourd'hui, dans le contexte que l'on vit en ce moment, on sait qu'il faut faire super attention. Donc, si vous utilisez un mouchoir en papier, c'est bon, c'est ce qu'on a dit. Utilisez des mouchoirs en papier, mais de grâce, s'il vous plaît. Trouvez une poubelle, ne mettez pas ça dans la rue. On n'a pas besoin de ça en ce moment parce que franchement, on a besoin de s'en sortir et chacun peut contribuer à le faire. Donc, on revient plutôt avec nos amis Hausa et on a un changement de couleur, de tête et de corps. En fait, c'est entièrement ces couleurs, tête, vêtements, corpulence et tout ça. Bon, c'est une autre personne, rassurez-vous. Il n'a pas changé, il n'a pas fondu pendant la pub. Non, on a changé de personne. Donc, on a M. Falalou Abdoulaye qui nous rejoint. C'est très intéressant. J'espère qu'il est venu avec tout. Il est le trésorier général de l'association. Est-ce que la trésorerie se porte bien, M. Falalou? En même temps, vous êtes des commerçants, donc logiquement, ça va, ça coule à profusion. Ah, tant mieux. Ouais. Dans le micro. Donc, c'est vrai que quand on parle d'argent, c'est pas tout le monde qui est super à l'aise pour parler d'argent et tout ça. Les membres de l'association, ils donnent leur argent, ils cotisent bien? Oui, bien sûr, il y a la cotisation des membres, il faut un apport personnel. D'accord. Donner le bon exemple et puis voilà. Mounira, elle a cotisé? Ah oui. Elle est à jour de ses cotisations? Elle est à jour, mais en avril, elle doit cotiser. Ah, donc elle n'est pas à jour, elle n'a pas encore payé avril. Donc Mounira a la cotisation de avril. Le président est à jour de sa cotisation? Ah oui, il est à jour. C'est pas parce que c'est le président, ouais, c'est sûr. C'est lui qui donne le bon exemple. Donc il est à jour de ses cotisations. Bien sûr. D'accord. Oui. Et M. Kano qui vient de partir, il est à jour de ses cotisations? Il est à jour. En fait, vous avez sélectionné ceux qui sont à jour de la cotisation. En tout cas, merci de nous rejoindre. Donc vous êtes le trésorier général de l'association, mais au-delà de ça, c'est quoi votre profil au quotidien? C'est quoi votre profession? Bien, merci. Je vais profiter en tout cas de ce micro, dire merci à la radio, à la télévision BF1 de nous recevoir pour parler de la culture Hausa. Et je vais aussi demander, comme vous venez de le faire, à tout le monde de doubler d'efforts, prendre des précautions pour quand même éviter l'infection, en tout cas à coronavirus. Merci. Voilà mon profil de façon, en tout cas, disons. Je suis comptable de formation. Ah, c'est pour ça qu'ils vous ont confié l'argent. Comptable de formation. Oui. Voilà, actuellement assistant comptable. Chargé des ressources humaines dans une société de la place. D'accord. En tout cas, président, votre argent est de bonne main. Bien sûr. Il a le profil qu'il faut. Et donc, vous faites partie de l'association. Pourquoi vous avez décidé de devenir membre de l'association? Merci. Parce que je suis fier, disons, d'être Hausa, Hausa Burkinabé. Oui, Hausa Burkinabé. Donc, c'est dans la même lancée, en tout cas, de promouvoir les langues nationales et aussi, en tout cas, faire valoir la culture burkinabé. Donc, le Hausa faisant partie des langues burkinabé et la culture Hausa burkinabé fait partie aussi de la culture burkinabé. Est-ce que souvent vous avez le sentiment qu'on ne vous considère pas comme étant... Parce qu'il revient beaucoup sur le burkinabé, il insiste et encore. Est-ce que souvent vous avez le sentiment que l'on ne vous considère pas comme étant burkinabé? Bon, je dirais c'est quand même une méconnaissance ou une ignorance de certains qui fait qu'ils se posent des questions. Parce que je me dis le sujet a déjà été abordé. Voilà, parce que c'est du point de vue patronyme. Dès qu'on dit Falalou Abdoulaye, Falalou Abdoulaye, Falalou, ce n'est pas un prénom ou bien un nom populaire. On se dirait peut-être que vous venez du Sénégal. Voilà, du Sénégal, du Mali, voilà.
Donc, en réalité, c'est une méconnaissance de certains et une ignorance. Voilà, mon frère Bacha, qui vient de partir, voilà, il a dit, par exemple, à l'Est, on n'a pas... on n'a pas à se justifier. Voilà, il y a eu un passage culturel depuis le XIIIe siècle. Et déjà, bon, je ne suis pas spécialiste en droit, mais la filiation, la naissance déjà, les grands-parents, peut-être les arrière-grands-parents sont nés ici. Déjà, on se réclame en tout cas burkinabé. D'accord. Voilà. Donc, on l'aura compris, hein, donc il va falloir faire super attention par rapport à cela. Et un élément que j'ai remarqué, Abdoulaye, Abdoulrahmane, Bachar, Mounira, c'est juste une coïncidence ou vous êtes tous musulmans chez les Haoussa? Bon, à ce niveau, je dirais c'est vrai que le peuple Haoussa est un peuple fortement islamisé. Ça, il faut le reconnaître, même si on ne dira pas 100%, 95%, 98% voilà, du peuple Haoussa est islamisé. Mais qu'est-ce qui explique cela? Bon, ce qui explique ça, bon, je dirais, bon, ça remonte bien sûr à des siècles. Puisque même au cours des siècles, on s'est rendu compte que non, avant même d'être musulman, il y a également d'autres religions, par exemple le judaïsme, le christianisme. Le peuple Haoussa vraiment a connu cette dispensation, bien sûr, confessionnelle. D'accord. Donc il y a eu le judaïsme chez les Haoussa, il y a eu le christianisme, et ensuite l'islam. Au cours des siècles et ensuite l'islam. D'accord, voilà. ok. Bien, sans, bien sûr, je ne sais pas, omettre, bien sûr, voilà, les valeurs également traditionnelles dans le temps. Voilà, donc, c'est comme une dispensation, bien sûr, confessionnelle que le peuple Haoussa a connue. Et avec l'islam, donc, comme c'était toujours dans la même lancée, donc, ils sont en tout cas acceptés aussi l'islam. Voilà, donc, c'est resté un peuple fortement islamisé. D'accord. Je peux ajouter quelque chose à cela. Voilà, il faut noter que les Haoussa, de par leur activité commerciale, donc ils ont importé la religion musulmane. D'accord. Avant même l'arrivée, disons, des Arabes, des colonisateurs. En fait, c'était à peu près un peu les premiers musulmans. Les premiers musulmans en Afrique. Quand vous prenez le royaume du Kanem-Bornou, aujourd'hui dans, en tout cas, le Nigeria, et il y a une histoire aussi d'un, en tout cas, marchand arabe, qui est venu, en tout cas dans le monde, dans le pays Haoussa, qui a apporté. Mais il y a le commerce sur la voie du Hajj. Parce qu'ils sont, en tout cas, ils se déplacent beaucoup. Ils ont importé la religion musulmane. Voilà pourquoi il y a plus. C'est la religion qu'ils ont connue premièrement. Donc, beaucoup, en tout cas, ont embrassé cette religion-là. Et c'est vrai que de par le passé, le Hajj, les fidèles le faisaient à pied. Franchement. Effectivement. Avant, on se dit que c'est différent. Maintenant, c'est par avion et tout ça. Mais avant, faire le Hajj à pied, je ne sais pas combien de temps ça prenait. Mais franchement, c'est vraiment une profession de foi, ça. Et les hommes Haoussa sont polygames ou monogames? Bon, je dirais polygames. Parce qu'il y a cette ouverture, bien sûr, cette possibilité que nous offre également voilà, l'islam. Avec la religion. Voilà, donc, mais avant la religion, vous étiez polygame ou pas? Bon, là, c'est la société africaine même en général. La polygamie, c'est vraiment une valeur aussi de la société africaine en général. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Du coup, donc, vous suivez le mouvement. C'est pas nouveau. Donc, c'est la polygamie. Voilà. Donc, et du coup, comment... Ça ne pose pas de problème d'ailleurs. D'accord. Donc, Mounira, toi, tu connais la polygamie ou pas? Si. D'accord. Je suis issue d'une famille polygame. Ah d'accord, donc chez toi c'est comme ça, c'est une famille polygame. Et du coup, comment s'organise la vie? Comment ça se passe avec les mamans? Bon, bien. Lui, il n'y a pas de problème. D'accord. Et elle est considérée comme... La coépouse de la maman est considérée comme une maman. D'accord. Mais c'est la première a une place, la seconde a une place, il y a une hiérarchisation ou bien comment ça se passe? Oui. Chez vous, par exemple, je parle de ton expérience à toi, ensuite ils vont nous dire à peu près chez les hommes comment ils organisent les femmes, parce que les hommes savent mieux que nous, en fait, comment ils pensent qu'ils organisent les femmes. Ok, à ma connaissance, et la première est considérée comme la dame. Bon, si je dis la dame aussi... Un peu la maîtresse de maison quand même, parce que c'est elle qui est arrivée en premier. D'accord. Donc la seconde est censée la consulter sur certaines choses d'abord et surtout la respecter pour qu'il y ait une entente
D'accord. Un truc comme ça. Ok. Et pour les enfants, comment ça se passe? Est-ce que chaque femme s'occupe de ses enfants ou bien on peut aller dormir dans la case de l'autre maman, on peut aller manger chez l'autre maman? Comment ça s'organise avec les enfants et les frères et sœurs qui sont des autres mamans? Bon, les enfants mangent surtout ensemble entre eux. D'accord. Voilà. Donc, bon, chaque femme peut les éduquer. Bon, je vais dire, ils peuvent être pris en charge par leur maman individuellement, tout comme une d'entre elles peut se charger de le faire en global. Donc, en fait, vous avez la chance d'avoir plusieurs mamans. Oui. Donc, du coup, si tu fais une bêtise, toutes les mamans risquent de te frapper. Oui. C'est pas joli, ça. Comme ça, on est obligé de rester droite parce que si la première maman t'a loupé, la deuxième va pas te laisser. Donc, Voilà. Mais ça se passe comment avec les frères? Ça va. Ça va? Les hommes? Les garçons, est-ce qu'ils aident à la maison? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les garçons à la maison? Bon. C'est des hommes. Les tâches ménagères, c'est plus consacré Pour la femme. D'accord. Et les garçons, ils font quoi? Ils peuvent peut-être accompagner le papa dans ses activités aussi. D'accord. Comme ça. Ok. Donc, une division claire et nette, c'est comme ça que les hommes... Comment les hommes s'organisent quand ils ont plusieurs femmes? Monsieur Falal. Ok, merci. D'abord, il faut rappeler que cette, en tout cas, influence ou recommandation, en tout cas, de la religion, voilà, la religion demande à ce que la femme soit d'abord considérée. Donc, la femme Aoussa, en tout cas, le fait que le Aoussa est un peu un mode de vie, disons, voilà, et religieux, musulman, voilà, d'abord, il faut respecter la femme. D'accord. Et comme elle l'a dit, la première femme qui est là, elle est considérée en tout cas comme la maîtresse de la maison. D'accord. Donc, le mari et la deuxième femme, ou bien les autres femmes, doivent en tout cas un respect à la première femme. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une règle qui est établie, c'est non négociable, c'est comme ça, respect et considération pour la première. Et ensuite, les autres, chacun connaît sa place et s'organise. Mais si jamais il y a des conflits, comment ça se passe? Bon, ça, je pense que pour ce qui concerne, bien sûr, ces types de familles où c'est vraiment la polygamie, c'est vraiment ce qu'on exige là-bas, c'est l'équité. D'accord. Voilà, le mari doit être vraiment équitable envers toutes ces femmes. Donc, le même type de traitement, le même type de considération. Voilà, prendre soin toujours de ces femmes, en tout cas conformément au principe, bien sûr, voilà, de la religion. Voilà. C'est vrai que souvent on ne le dit pas assez, mais je ne suis pas musulmane, mais de ce que je sais, il y a une grosse réglementation autour de la polygamie dans la religion. Sûr. Donc, parce que ce n'est pas obligatoire, mais c'est permis. C'est permis et voilà, après c'est très réglementé. Mais c'est très réglementé. Il faut voilà que pourquoi chacune... vraiment l'équité est vraiment, c'est la première condition. C'est la première condition. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de changement. Chez la Hausa aussi, c'est pareil, une certaine équité dans la gestion des... Bien sûr, donc c'est le même principe, en Ok. tout cas. C'est le même principe également au niveau, bien sûr, des Hausa. Ce qui concerne la polygamie. Cela, il faut ajouter, contrairement à ce que, en tout cas, certains disent, la communication. Parce qu'il faut une communication entre toutes les membres tous les membres de la famille. Voilà, donc c'est important. Il faut ajouter à cela, voilà, l'équité, la communication, le respect. Voilà, quand il y a un souci, on en discute et puis on trouve des solutions. Ah oui, la communication, il faut parler pour pouvoir passer les étapes. Alors, donc pour revenir, je parlais de la place et du rôle de la femme. Donc, c'est quoi la place de la femme dans la société Hausa? Ok, donc, allez-y. Je peux dire que la femme joue un rôle très important dans l'organisation même, bien sûr, de la société Hausa. En ce sens, bien sûr, que non, on consulte aussi la femme. D'accord. On consulte la femme. Même au niveau de l'orientation et de l'éducation, la femme joue un grand rôle. Prenons par exemple l'enseignement ou bien l'éducation des enfants, c'est-à-dire ces valeurs culturelles-là, c'est le rôle même de la femme, c'est-à-dire les contes, les devinettes et autres. C'est à la femme, bien sûr, de jouer ce rôle. Donc en fait, c'est la femme qui transmet les contes et les les devinettes aux enfants. C'est la femme qui transmet.
Ok. Elle joue un grand rôle à ce niveau. Ce n'est pas tout simplement la femme, mais elle joue un grand rôle à ce niveau. Ok. C'est vrai que non, le père également Le père peut apporter sa aussi contribution, apporte, mais en tout c'est cas, la femme, principalement voilà, la mère. c'est vraiment primordial. D'accord, à ce niveau-là. ok. Voilà. Mais pour la gestion de la famille, parce que il y a des communautés où la femme a sa trésorerie à part, où elle a ses activités à part, où il y a un certain nombre d'éléments que le mari est tenu de mettre à la disposition de la femme pour qu'elle soit un peu indépendante, autonome. Comment ça se passe chez vous? Ok, à notre niveau, en tout cas, il faut reconnaître que la femme, elle contribue également, bien sûr, au développement, bien sûr, de l'économie au niveau, bien sûr, communautaire. D'accord. Voilà, parce qu'il y a certaines activités, par exemple, que la femme peut mener. Voilà, au foyer, voilà, elle peut mener certaines activités Comme quoi? génératives de revenus. Par exemple, si vous prenez peut-être l'artisanat, les colliers, voilà, les parures, souvent la femme également, c'est elle qui confectionne, bien sûr, ce genre d'objets. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ce sont des activités, bien sûr, féminines que la femme mène au niveau, bien sûr, de la communauté ou bien du peuple Haoussa. Ok. Donc, ça permet réellement de relancer aussi l'économie au niveau, bien sûr, communautaire. Au niveau... Mais est-ce que ce que la femme gagne, c'est juste pour la femme ou c'est pour la famille? Parce que j'ai entendu des communautés qui disent ça c'est pour la femme, elle le gère. Pour elle, son argent qu'elle gagne, c'est son argent, elle se fait belle avec, mais c'est pas pour gérer la famille, c'est l'homme qui gère le reste de la famille. Voilà, c'est une très bonne question parce que j'allais en venir. Parce qu'il faut se dire que la charge familiale revient en tout cas au mari. D'accord. Chef de famille. Oui. Dans les autres, l'activité de la femme, si elle décide en tout cas d'aider le mari, il n'y a pas de souci. Mais la charge, en tout cas familiale, revient, le patrimoine de la femme appartient à la femme. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas une nouvelle invention, ces trucs-là. Alors, je vais juste faire référence un peu à la communauté Peul qu'on a reçue ici, où on m'expliquait que pour avoir la jeune fille en mariage, il fallait le bœuf pour le rite normal et la vache qui est pour la femme qui s'occupe de vendre le lait pour installer petit à petit son activité et ensuite peut-être ça va devenir un petit troupeau tranquille. Donc ça c'est obligatoire pour que la femme puisse être autonome, il lui faut sa vache et le bœuf c'est ce qui sera tué pour tout ça, machin. Est-ce que chez vous c'est pareil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est établi dans ce genre, notamment autour du mariage? C'est quoi les exigences? Ok, disons qu'à notre niveau, il n'y a pas une exigence, une obligation pour dire, ok, peut-être avant d'épouser la femme, voilà certaines conditions nécessaires, peut-être un apport un peu économique à ce niveau. Donc, tout dépendra bien sûr de la décision du mari. S'il pense quand même qu'il a les moyens de pouvoir permettre à sa femme de mener des activités ou bien de lui donner vraiment un certain montant, qu'elle puisse investir dans un domaine d'activité, il lui appartient. Mais culturellement parlant, il n'y a pas bien sûr d'obligation voilà, de l'homme vis-à-vis bien sûr de la femme avant le mariage. Sinon, à ce niveau, il n'y a pas d'obligation. Voilà, mais il faut ajouter qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire fi de certaines choses. Parce que c'est un processus, c'est une procédure. Quand tu vois une fille, une jeune Haoussa, tu veux marier, ce qu'on appelle aouré. Vous avez entendu, voilà le mariage. Ah, c'est le aouré chez aouré. D'accord, ok. Voilà le mariage. Il y a toute une, en tout cas, procédure. De la demande de la main jusqu'au mariage. Oui, avec la natte, la fameuse natte non la fameuse natte, voilà. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, tambaya, baïko. Tout ça, c'est des termes, en tout cas, et qui désignent, en tout cas, si vous voulez, quelque chose qu'il faut accomplir. C'est des étapes. Donc, il y a des étapes, comme par exemple, de présentation de famille, de la dot, de PPS, de marche. Il y a combien d'étapes? Il y a plusieurs, je ne peux pas dénombrer, mais il y a plusieurs, en tout cas, étapes. Il y a plusieurs étapes pour les hommes non Haoussa qui veulent épouser une fille Haoussa. Je veux dire, est-ce que c'est les mêmes étapes pour un garçon Haoussa qui veut épouser une fille Haoussa que pour un garçon non Haoussa qui veut épouser une fille Haoussa? Bon, parfois, avec un non Haoussa qui veut épouser une Haoussa, il y a certaines étapes qu'on ne tient pas compte. Parce qu'il peut trouver ça que c'est trop exigeant ou bien donc il peut ne pas comprendre. Il peut ne pas comprendre. Sinon, il y a des étapes quand même si c'est un non Haoussa, il doit quand même respecter ces étapes-là. Par exemple, d'ici là, c'est la fête de Ramadan. Voilà, se plaît à Dieu. Il y a quelque chose. Si déjà tu es fiancé, un Haoussa qui est fiancé à une Haoussa, il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est quoi? Dites-nous, s'il vous plaît. Ok, par exemple, il y a le sucre.
Oui. Voilà, bon, en son temps, avant le sucre, il y a en tout cas quelque chose, il faut matérialiser du mil, quelque chose qu'il faut apporter, en tout cas à la belle famille. D'accord. Voilà, c'est très symbolique. Ok. Donc les fiancés aux filles Aoussa, ne pensez pas que c'est pour vous soutirer de l'argent. C'est une étape importante, c'est culturellement comme ça. Donc pensez-y, c'est bientôt. Il ne faut pas après qu'on vous regarde de travers ou qu'on soit tenté de vous donner la natte non colorée. Parce qu'après, si on vous donne la natte non colorée, après, vous l'aurez cherché. Mounira, vous voulez ajouter quelque chose par rapport au mariage? Vas-y. Ok. Et on a le jour du mariage, par exemple, ou bien 2 jours avant le mariage, l'homme se doit d'amener des habits, je ne sais pas. D'accord. Oui, pour la marier. Ok, d'accord. Et c'est quoi ces habits, monsieur? Bon, on appelle ça le léfé. Léfé, d'accord. Et elle porte ça le jour du mariage ou non, après? c'est tout un ensemble, toute une valise. Ah, c'est... Voilà. Ok, d'accord. Une valise entière de vêtements. Donc, ça s'appelle le léfé. C'est des vêtements Aoussa ou ça peut être des pailles? Des ça peut pailles, oui. D'accord, 2 jours avant. Ça dépend, il peut amener ça le jour du mariage aussi. D'accord, ok. Et la taille de la valise compte ou pas? Ça compte pas. Ça dépend du moyen du... D'accord, donc ça dépend. Mais après, ça veut dire que c'est pas comme si il faut se ruiner pour. Non, c'est nécessaire, même si tu as les moyens de, je sais pas... En fonction de vos moyens. D'accord. En fonction, bien sûr, des moyens du prétendant. Voilà, donc comment ça se passe. Ok. Il n'y a pas un nombre déterminé peut-être de vêtements ou bien de pain. Ça dépend bien sûr des moyens. Parfois, il faut se dire que nos mamans femmes, parfois, elles font de petites comparaisons. Telle fille, elle a eu, voilà. Donc, donc il faut y penser. Du coup, alors, quand les mamans qui font les comparaisons, supposons que, c'est une supposition, hein, vous allez me dire si c'est acceptable ou pas, que la jeune fille sache que si elle a une petite valise de paille, on va dire, ah, ses cousines ont eu plus qu'elle, machin, alors qu'elle sait que son homme n'a pas les moyens, alors qu'elle, financièrement, elle peut. Est-ce qu'elle peut aider son mari à grossir la valise? Si. C'est possible? C'est possible. Oui, c'est possible, mais ça, c'est à l'interne. Oui. Voilà, ça, c'est un secret du couple. Justement. Ça, c'est possible. Ah, si le couple, le monsieur ne trouve pas de problème de prétendance, donc ça, c'est un secret interne. Voilà, du quelque chose qu'on va dévoiler. Personne ne le saura de toutes les façons. Donc, on pensera que c'est l'homme qui a amené une grosse valise avec tous les pailles. Et on va dire, ah, elle a eu une plus grosse valise que ses cousines. Alors qu'en réalité, ce n'est pas l'homme, c'est peut-être elle qui a acheté. Oui, il y a une possibilité, ce n'est pas exclu. Ok. Voilà, ça dépend de la complicité du couple, c'est tout. Ah bah oui, ce qu'il faut ajouter au mariage, en tout cas, c'est un événement vraiment grandiose qui prend du temps. Aujourd'hui, avec modernisme, on a essayé quand même de revoir certaines choses, mais sinon, c'est quelque chose qui dure. Ça se célèbre en combien de temps un mariage? Minimum aujourd'hui en 3 jours. Donc, aujourd'hui, mais en temps réel. En temps si réel, on fait fi de la modernité. En 1 mois, parce que même après, oui, okay. C'est vraiment un événement, voilà. Okay. Donc aujourd'hui, minimum 3 jours, maximum en 1 semaine. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une réduction pour pouvoir s'adapter et tout ça. On est sur du 3 jours, 1 semaine. Sinon, on est jusqu'à 1 mois de célébration. Heureusement que c'est des commerçants. Hein. Comme c'est culturel, voilà. Et qu'il y aura la viande tous les jours. Ah, la viande, oui. Et ça ne manque pas en tout cas. Et il y aura de la... C'est vrai qu'on a parlé de cet instrument qui est très important, qui sert à annoncer les bonnes et les mauvaises nouvelles. Mais au-delà de ça, c'est quand même un peuple qui fait la fête, qui sait s'amuser, qui danse. Et je sais qu'il y a des festivals un peu ici et au Niger, justement, sur la promotion de la culture, de la musique et de la langue Hausa. Donc, est-ce que c'est un peuple qui fait beaucoup la fête ou pas? Trop? Bon, je préfère dire que c'est un peuple qui organise trop de festivités. Bon, je ne pense pas. Je pense que non, on n'ira pas sur le mot trop, oui, mais en fonction des réalités. Ouais, qui fait, par exemple, ici, on a le Festicha, qui est le Festival international de la culture Hausa, que l'association Makaranta a organisé 2017 et 2018. Oui. On a organisé un festival ici. Oui. Au Cameroun, il y a eu le Festi Hausa. Oui. Au Cameroun, toujours en décembre 2017. Donc, c'est pour dire que non, un peu, tout c'est lié un peu à l'organisation culturelle de ces peuples-là. C'est ça qui permet aussi, qui donne ces ouvertures-là, qui permet à ces peuples d'organiser, bien sûr, des activités culturelles
Et là, c'est dans les cas, c'est au niveau même de l'organisation même traditionnelle. C'est ce qui permet Mais je veux dire, d'organiser. dans l'année, il y a, par exemple, chez les Moussis, il y a les Nabaska, on sait que ça vient. Est-ce que dans l'année, il y a des moments comme ça, où c'est des grands rendez-vous? Effectivement, il y a des fêtes qui sont culturellement reconnues chaque année. D'accord. Par exemple, je vais encore prendre l'exemple de Ramadan qui vient. Du début jusqu'à la fin du Ramadan, c'est des festivités. Ok. Oui, parce que surtout, en tout cas, du côté jeune enfant, voilà, parce que il y a le jeu des dodos aujourd'hui que, en tout cas, nos parents aussi ont emprunté. Le jeu des? Le jeu des dodos. Les dodos, Ah, là. oui, Il y avait le festival de dodo, voilà, qui est vraiment, c'est pas un jeu traditionnel là aussi, les dodos. Mais qui a été petit à petit intégré par les jeunes. Par les jeunes. D'accord. Voilà, donc tout le mois de Ramadan, les jeunes se retrouvent en tout cas, ils font, c'est culturel, c'est chaque Ramadan. Bah oui, chaque Ramadan. Voilà, donc, et il y a aussi ce qu'on appelle le Kokou à la lutte. C'est des festivités aussi qui peuvent durer en tout cas des jours, des semaines. D'accord. Voilà, il y a la lutte Kokoua. Il y a aussi ce qu'on appelle Wasan Kabiwa. C'est une festivité aussi. Voilà, et c'est culturel. D'accord, voilà. ok. Je vais rajouter les tarkaï par exemple. Oui, au niveau des Yarsi, les tarkaï, c'est le jeu des bâtons. Oui. Voilà, c'est rythmé. Oui. On joue les bateaux autour de la tête et c'est rythmé. Voilà, donc ça par exemple, c'est un jeu également traditionnel là où ça. Voilà, les tarkaï, c'est les Yarsi, mais on dit takai. Il dérive du mot takai, donc autour de la tête. Donc voilà, avec des bâtons. Ok, voilà. Ok, d'accord. Et pour les jeunes filles, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Vous faites la même chose avec les garçons? Non, non. C'est quoi? En fait, sa réaction est très révélatrice. Est-ce que c'est réservé aux garçons, tout ce que vous avez décrit jusque-là? Il faut noter qu'il y a des jeux qui sont réservés aux filles. Aux filles, même aux filles. Okay. Parce qu'aujourd'hui, mais on retrouve, c'est surtout, en tout cas, dans disons, les provinces, aujourd'hui, les villes, il y a certaines choses qui ont vraiment disparu. Sinon, il y a des jeux qui sont, par exemple, en pleine lune. D'habitude, en pays Aoussa, en tout cas, les jeunes filles, elles se retrouvent, même ici, chez les Aoussa burkinabés. Par exemple, à l'Est, voilà, en pleine lune, les filles, elles organisent des danses et autres entre elles. D'accord. Voilà. Oh, ça c'est bien. Nuit de danse au clair de la lune. Alors, donc, aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup appris sur la culture Aoussa. La langue, malheureusement, j'ai déjà oublié le bonjour. Je suis une élève difficile. Bonjour. Donc, mais en tout cas, on a appris. C'est sûr que je vais retenir le coup de la natte. Hein. À chaque fois que j'irai dans une maison, ça, je vais faire très attention à la natte. Ça a une valeur vraiment culturelle. Oui. Donc, on ne le sait pas forcément. Et pour vous aussi qui aimez bien acheter les éléments de décor, faites attention à la signification. Parce qu'il y en a qui disent, ah non, j'aime pas les couleurs, j'aime quand c'est sobre, mais qui ne se rendent pas compte. Peut-être que s'il y a un visiteur Aoussa qui vient à la maison, il se dira, ah tiens, je ne suis pas le bienvenu ici. Alors que non, c'est juste parce qu'on ne sait pas, parce qu'on l'a acheté, parce qu'on se dit ça peut être joli chez moi. Donc ça aussi, ça compte. Ou est-ce que je me trompe? C'est vrai, non? Bon, ça compte, mais comme je l'ai dit, on a plus... vraiment, en fait, il y a un contexte spécifique pour l'usage, bien sûr, de la natte. Pour le prétendant qui vient, pour le prétendant qui vient demander la main de la jeune fille. Donc, l'association, on en parle parce qu'il nous reste déjà 5 minutes d'émission. Donc, l'association est née depuis quand? Association Makaranta, d'abord Makaranta signifie école en langue Hausa. Ah, Makaranta, ça veut dire école. École en langue Hausa. Donc l'association a été créée en février, 14 février 2016. Ah. Donc ici à Ouagadougou. Donc nous avons depuis le 5 juin 2016, en même temps, la même année, entamé donc des cours d'alphabétisation. Et c'est le 22 novembre, le 22 novembre 2019, que l'association donc a pu organiser un examen sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est quoi comme examen? L'examen, c'est sur la langue Hausa, l'examen des alphabétisés ou bien voilà, des animateurs. Donc tous les sujets étaient en langue Hausa. Tous les sujets étaient en langue Hausa, c'était sous la supervision donc, des techniciens du ministère de l'Éducation nationale. Donc ce sont des activités que nous menons dans le cadre de l'alphabétisation, voilà, donc, pour promouvoir bien sûr la langue, concrètement parlant. D'accord. Et également le Festicha que vous organisez. Il y a les Festicha, il y a les festivals internationaux de la culture Hausa du Burkina que nous organisons.
Et au-delà de ça, c'est quoi les autres activités de l'association? Les activités de l'association, c'est comme le disait, c'est vrai qu'elle l'a parlé, voilà, avec oui. des AGR également au pour niveau, les bien femmes. sûr, voilà, pour les femmes. Il y a des sensibilisations, Oui. voilà, sur un certain nombre, bien sûr, de fléaux sociaux. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous sensibilisez justement contre la propagation de la pandémie qui est en train de nous affaiblir tous. Oui, bien sûr, puisqu'il y a même une activité, en tout cas, peut-être d'ici là, donc il y aura donc les sports. Voilà, en langue Hausa, ça ne saurait tarder en tout cas. Ça ne saurait tarder. C'était vraiment l'initiative de l'INES, on demandait vraiment à toutes les communautés voilà, linguistiques d'apporter bien sûr leurs contributions également pour la sensibilisation. C'est important que tout le monde puisse entendre le message. Bien sûr. Et du coup, l'association est basée à Ouaga ou il y a des représentations un peu partout? Oui, le siège est basé à Ouagadougou. D'accord. Le siège est basé à Ouagadougou. Donc on a deux grands axes, c'est-à-dire le volet culturel et le volet bien sûr alphabétisation. D'accord. Voilà, le volet culturel, l'organisation des festivités, les festichats. Il y a le volet également alphabétisation. Voilà, ça en concert bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale. D'accord, ok. Voilà. C'est très intéressant. Donc pour tous ceux qui ont entendu parler de cette association, qui ont bien envie de devenir membre, de prendre des cours ou autre, comment on fait pour vous contacter? Ok, pour nous contacter, c'est très simple. On peut donner bien sûr voilà, des contacts téléphoniques. Oui, voilà, on peut donner le 76 27 11 14. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, oui, parce qu'on a une page association Macaranta. Ok. Voilà, sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, sur Facebook. Sur Facebook, association Macaranta, on vous retrouve. Donc, naturellement, avec un K. Le Macaranta, c'est avec un K, c'est pas avec un C. Oui, non, c'est avec un K. D'accord, voilà, ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la culture Hausa. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Donc, je vous dis un grand merci. Bon vent à l'association et vivement donc, que l'on sache un peu plus sur vous. Et pour tous nos téléspectateurs, vous le savez, on se quitte toujours en se rappelant les gestes barrières pour nous aider à lutter contre, à nous protéger, à ne pas venir, comme je le dis, allonger la longue liste des personnes infectées par le virus. Donc, on rappelle qu'il faut toujours utiliser des mouchoirs jetables si vous en avez besoin, c'est-à-dire si vous toussez, si vous devez vous moucher ou si vous devez éternuer, donc dans un mouchoir en papier que vous jetez immédiatement, je ne le dirai jamais assez, dans une poubelle. C'est très important l'usage de la poubelle. Si vous voulez cracher, surtout ne le faites pas à terre, vous pouvez le faire justement dans un papier mouchoir que vous allez mettre à la poubelle. Donc n'oubliez pas l'usage du masque quand on est à l'extérieur, même souvent quand on est à l'intérieur. Le masque, on se lave régulièrement les mains à l'eau et au savon, et à défaut, le gel et la distanciation sociale, c'est très important. Minimum 1,5 m. Et si vous voulez tousser ou éternuer, ça se fait dans le creux du coude, histoire de protéger les personnes qui sont autour de vous. Et ainsi, chacun y mettant du sien, nous allons pouvoir ensemble contribuer à notre manière, à notre niveau, à notre échelle, à lutter contre la propagation de la maladie. Donc encore une fois, je vous dis, faites très attention à vous, faites très attention aux personnes qui vous entourent en respectant ces consignes-là. Je dis encore une fois merci à l'association Macaranta et à tout ce qu'on a appris aujourd'hui. J'aurais espéré que les couverts soient en or et en argent, mais c'est pas grave, on renégociera ça. Et on espère que vous également, vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que vous avez fait plus connaissance avec la communauté Hausa, et pourquoi pas que la prochaine fois qu'il y aura une activité, vous irez les voir. Nous, on se dit à demain, donc avec un autre sujet, avec le reste de la team du Loft, pour ensemble échanger avec vous. Prenez grand soin de vous. À demain. Au revoir.